Bonjour, Louis Collard, vous êtes journaliste au Soir, vous publiez avec votre collègue Joël Matrich Qatargate, c'est donc une passionnante plongée dans les coulisses du Qatargate, le scandale de corruption qui a éclaboussé le Parlement européen en décembre 2022. C'est vous qui avez révélé l'affaire. Est-ce que vous pourriez juste nous rappeler un petit peu ce qui s'est passé le 9 décembre 2022 à Bruxelles au Parlement européen ? Bonjour, oui, donc ce jour-là, c'était le lancement d'une opération judiciaire belge menée par le parquet fédéral belge pour tenter de démanteler un réseau présumé de corruption et d'ingérence, on reparlera peut-être de questions d'ingérence plus tard, au sein du Parlement européen essentiellement, mais aussi au sein de syndicats européens et mondiaux. En faveur d'États tiers à l'Union européenne, en particulier le Qatar qui a donné son nom à l'affaire, mais il y a d'autres États mêlés au dossier, on en parlera aussi. Et ce jour-là, ils ont donc arrêté plusieurs personnes, 4 personnes, dont un certain Pier Antonio Panzeri, un ancien eurodéputé italien, socialiste, ancien syndicaliste également, qui a quitté le Parlement européen en 2019 et qui est un peu le cerveau présumé de l'affaire. Mais aujourd'hui, il est en aveu complet, donc on peut assumer qu'effectivement, il était le cerveau de cette affaire, de cette organisation criminelle présumée. Pier Antonio Panzeri, et puis on peut parler aussi de 2 autres protagonistes du dossier. Son ancien assistant parlementaire, qui est italien également, qui s'appelle Francesco Giorgi, et qui a un rôle prépondérant, c'est un peu le bras droit de Panzeri dans ce dossier-là. Et il est, lui, en couple avec l'ex-vice-présidente du Parlement européen, la grecque Eva Kaili, qui a été arrêtée le même jour, mais elle, pas le matin des opérations, un peu plus tard dans la journée, suite à un flagrant délit, puisqu'elle avait fait sortir de son appartement, via son papa qui se trouvait à Bruxelles ce jour-là, une valise remplie d'argent liquide. Oui, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros qui ont été saisis par la police belge, donc qui a mené les investigations. En partant de ces 3 personnalités qui sont toutes liées justement au Parlement européen, donc on a une des vice-présidentes, Eva Kaili, l'un des assistants qui est par ailleurs son compagnon et un ancien eurodéputé qui a depuis monté une agence de lobbying, une agence de... Une sorte d'ONG voilà. Qui s'appelait Fight Impunity. Elle a été dissoute dans le courant de l'année passée, évidemment, et qui lui servait en réalité plus de vitrine ou de véhicule pour pouvoir rester implanté au cœur des institutions européennes et en particulier du Parlement européen. C'est une petite ONG avec très peu de personnel, qui n'a pas d'historique très important dans la lutte contre l'impunité dans le monde et la défense des droits humains, mais malgré ça, elle a été plus présente depuis son existence dans des colloques, dans des réunions au Parlement européen que Human Rights Watch, par exemple, qui est une gigantesque ONG que chacun connaît pour la défense des droits de l'homme. Et ce qui est vraiment passionnant dans cette enquête donc, que vous écrivez avec Joël Matrich, vous racontez justement, en partant de ces 3 personnalités-là, vous racontez l'enquête qui est d'ailleurs toujours en cours sur la manière dont le Qatar, mais aussi le Maroc, sont soupçonnés d'avoir acheté des eurodéputés pour que ces derniers fassent pression, poussent aussi en faveur des intérêts du Qatar et du Maroc, des lois en cours de discussion et en cours d'écriture au sein du Parlement européen. C'est vraiment ça le cœur du Qatargate. Oui, c'est ça qui rend ce scandale si particulier, c'est que dans ce dossier-là, la corruption serait, il faut toujours utiliser le conditionnel puisque comme vous le dites très justement, l'instruction est toujours en cours, on est vraiment encore au début de l'affaire qui pourrait prendre plusieurs années si ça va jusqu'à un procès. C'est vraiment le soupçon que des États étrangers se sont ingérés dans les affaires européennes. Et c'est ça qui donne toute la particularité à ce dossier-là et aussi sa gravité. Je pense que... Donc, à ce stade, aujourd'hui, de l'instruction, outre Eva Kaili, il y a 2 autres eurodéputés en exercice qui sont inculpés dans ce dossier-là. Inculpés, c'est comme mis en examen en France. Un eurodéputé belge qui s'appelle Marc Tarabella et un eurodéputé italien qui s'appelle Andrea Cozzolino. Andrea Cozzolino, en 2 mots, Francesco Giorgi, lorsque son mentor qui est Panzeri, le compagnon d'Eva Kaili. Qui est le compagnon d'Eva Kaili, a quitté le Parlement européen, et alors qu'il était son assistant, il s'est trouvé un nouvel eurodéputé
a assisté, donc, et c'est cet Andrea Cozzolino. Donc il y a vraiment des liens entre chacun des protagonistes de l'affaire. Et combien d'argent ont été saisis jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a eu effectivement donc les premières descentes de police? Le jour, vous révélez l'affaire le jour où ont lieu les premières descentes, les premières perquisitions, les premières interpellations. Donc on est le 9 décembre 2022, il y a un peu plus d'un an. Ce jour-là, je crois me souvenir, on était sur 600 000 € qui avaient été saisis, c'est ça ou... C'est même plus que ça. Donc en fait, faut se resituer, on est en pleine Coupe du Monde de football au Qatar. Et le parquet fédéral décide d'intervenir à ce moment-là, pour plusieurs raisons, mais aussi, on l'a appris à travers notre enquête avec Joël Matriche, parce qu'il voulait frapper un grand coup et frapper les esprits et mettre un peu un coup d'arrêt à ces activités d'ingérence au sein du Parlement européen, alors qu'un texte très important, on peut y revenir, sur la levée des visas Schengen pour le Qatar venait d'être voté, quelques jours plus tôt à peine. Voulait vraiment marquer un coup d'arrêt et un peu marquer les esprits aussi. Donc on est à ce moment-là, et donc lors de ces premières perquisitions, ils saisissent près de 700 000 € chez Antonio Panzeri. Il y avait de l'argent dans des sacs sous son lit et dans son coffre-fort. Et en vérité, ils savaient très bien qu'il y avait de l'argent là, puisqu'on peut y revenir aussi. Avant l'enquête judiciaire, il y avait eu une enquête de renseignement par les renseignements civils belges, la sûreté de l'État, qui lutte contre justement les ingérences étrangères et qui fait du contre-espionnage, et donc qui enquêtait sur ce Panzeri et avait déjà fait une perquisition secrète, discrète, en l'absence de l'intéressé, à son domicile bruxellois, dans son appartement, et ils avaient déjà vu à ce moment-là, ils avaient pris des photos de l'argent. Donc ils savent, quand les enquêteurs, cette fois-ci les policiers, les officiers de police judiciaire rentrent chez Panzeri, ils s'attendent vraisemblablement à trouver de l'argent, puisque la Sûreté de l'État avait transmis les informations à la justice quelques mois plus tôt. Près de 700 000 € chez Panzeri, et encore environ 900 000, un peu moins de 900 000 € en possession du couple Eva Kaili-Francesco Giorgi, dont la majeure partie avait été exfiltrée dans une valise dans le courant de la journée, après l'arrestation de son compagnon. Eva Kaili, un peu paniquée, a demandé à son père de rentrer chez eux. C'est très rocambolesque, oui, justement. Oui, c'est un scénario de film, quoi. Et a fait sortir cette valise bourrée de billets de 50 €. Vous parliez justement des discussions qui étaient en cours sur l'entrée sur le territoire, enfin dans l'espace Schengen de Qatari, parce que bon, là on est sur près de 700 000 €, on est sur différentes personnalités au sein du Parlement européen, sur des puissances étrangères aussi qui jouent sur la vénalité de certains élus pour faire en sorte que des lois soient votées en leur faveur. Ça peut être un exemple pour que les gens puissent comprendre aussi qu'est-ce que c'est, parce qu'on a des mots type, on parle d'ingérence étrangère, de tentative de corruption, mais concrètement, ça se matérialise comment? Parce qu'il y avait cette loi qui était votée, dont vous venez justement de parler. Donc il y a cet exemple très concret, et vraiment, je pense qu'on est content avec Joël Matriche d'avoir pu documenter en fait ces ingérences-là, et de quoi on parle lorsqu'on parle d'ingérence. Et notamment ce dossier de levée des visas Schengen pour les ressortissants qataris. Concrètement, ça aurait voulu dire quoi si ça avait été au bout, parce que suite à l'affaire, le dossier a été remisé au frigo, et il y est toujours depuis. Ça aurait permis à des ressortissants qataris de circuler librement dans l'espace Schengen, de rentrer librement dans l'espace Schengen sans demander de visa pendant un temps limité de 90 jours environ. Et donc ce dossier, c'est à la fois un dossier important pour le Qatar, parce que le seul pays qui a bénéficié de la levée de ces visas pour entrer en Europe avant eux dans la péninsule arabique, c'est le rivaux des Émirats arabes unis. Ils ont obtenu cette levée des visas en 2015. Donc il y a une part de jalousie, parce que ce sont deux pays qui s'affrontent sur la scène diplomatique. D'ailleurs, quand le pacte de corruption présumée est noué avec le Qatar, entre Panzeri et son équipe et le Qatar, on est en plein blocus, qui est notamment organisé par les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Contre le Qatar, donc. Contre le Qatar, oui, donc un blocus économique, diplomatique, qui empêchait la circulation des personnes et des biens pendant et qui a été lancé années. En 2018 et qui a été levé... Même un peu avant, 2017, je crois, en juin 2017, le début du blocus, et qui a été levé en 2021, je crois. Voilà, il y a eu un accord diplomatique, mais c'était vraiment un peu une catastrophe un petit peu pour le Qatar. En plus, la Coupe du Monde approchait,
Et donc cette levée des visas avait cet intérêt-là, un intérêt diplomatique et évidemment économique, parce que c'est quand même les voyages des personnes, c'est aussi très intéressant économiquement. Pour le business, c'est super intéressant. Et donc c'était un dossier, explique à la fois Antonio Panzeri dans ses auditions sous un statut très particulier de repenti. Antonio Panzeri, qui est le cerveau présumé du pacte corruptif, qui est au cœur de tout ça, et qui a signé, donc, enfin, qui a négocié avec la justice belge, donc un accord de repenti. Donc en fait, il raconte tout ce qu'il sait, ou comme vous le soulignez dans le livre, il contribue aussi un peu à orienter les investigations de par les déclarations qu'il formule. Donc il a signé un accord avec le parquet fédéral en échange d'une peine réduite, à la fois en termes de mois de prison ferme ou sous bracelet électronique et d'amende, un accord un peu à minima en échange de sa pleine et entière collaboration à l'enquête. Et donc cet accord peut tomber s'il s'avère que finalement il a menti, et donc vraiment s'il mentait il prendrait des risques vraiment réels. Mais donc il a fait quand même des auditions très parlantes, il a expliqué un peu les coulisses, comment il est entré en contact avec le Maroc, avec le Qatar et avec la Mauritanie aussi. On n'a pas parlé de ce troisième pays qui est soupçonné également d'avoir donné des fonds à ce groupe de lobbyistes, on va dire. Acheter leur bienveillance, voire même leur soutien. Oui, exactement. Et donc il raconte beaucoup de choses, et dans ses auditions, il raconte notamment que ce dossier de levée des visas Schengen, c'était très important pour leur contact qatari. Donc on peut en dire un mot de ce contact qatari. Il s'appelle Ali bin Sami Kalmari. À l'époque, lorsqu'il rencontre Antonio Panzeri, il est le président du comité national des droits de l'homme du Qatar. Bon, voilà, droits de l'homme et Qatar, on sait que c'est pas un pays qui respecte les droits de l'homme toute la journée, on va dire, pour utiliser un peu une litote, mais c'est un peu plus, en vérité, une vitrine pour avoir de l'influence. Et c'est aussi une vitrine diplomatique, même si sans doute de réels efforts sont réalisés, je ne nie pas ça du tout, mais il y a aussi vraiment une part de vitrine de la part de ce comité national des droits de l'homme du Qatar. Et donc il rencontre en fait un peu son homologue, puisqu'à l'époque, Antonio Panzeri, en 2018, il est toujours eurodéputé, et il est président de la commission des droits de l'homme du Parlement européen, donc un poste tout à fait exposé et important au sein du Parlement européen. Et donc il explique dans ses auditions, Panzeri, que pour le Qatar, ce dossier des visas, c'était vraiment crucial. Son ancien assistant, qui a aussi fait des aveux partiels, voilà, il ne s'aventure surtout pas à incriminer sa compagne, qui d'ailleurs est présumée innocente, mais il dit qu'elle est totalement étrangère à l'affaire, dont acte. Mais par contre, il fait quand même des révélations, ce Giorgi, sur les pactes de corruption, sur l'argent reçu, etc. Puisqu'il, il était, dit-il, le gérant du cash pour l'organisation, c'est un peu le distributeur automatique. Il confirme d'ailleurs que pour le Qatar, cette histoire de visa, c'était vraiment crucial. Donc voilà, ça c'est un des exemples d'ingérence. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a aussi une résolution au Parlement européen qui a été votée dans le cadre de la Coupe du Monde. Cette résolution, elle ne plaisait pas du tout au Qatar. Ben alors pas du tout. Alors que leur Coupe du Monde, qui était vraiment l'événement sportif planétaire. Qui était une résolution justement qui critiquait critique par rapport notamment aux droits des travailleurs migrants au Qatar, qui sont très nombreux, des centaines de milliers, à avoir construit les stades, à construire toutes les infrastructures autour des stades, les hôtels, etc., les routes, les métros, etc., pour cet événement, et avec des soupçons, plus que des soupçons, parce qu'il y a eu des rapports d'ONG très sérieuses sur le fait qu'il y a énormément eu de décès sur ces chantiers. Alors c'est très difficile de quantifier, on ne va pas se risquer à ça. On ne saura jamais vraiment combien d'ouvriers sont morts sur les chantiers, mais il y en a eu. Il y a eu des décès, même le Qatar le reconnaît, même si le chiffre qu'il reconnaît est bien inférieur à ceux avancés dans la presse. Milliers, on parle de milliers, oui, on parle de milliers. Il y a eu un chiffre à un moment avancé de plus de 6000. Peut-être que ce chiffre est en dessous de la réalité, peut-être qu'il est au-dessus, mais c'est très difficile à savoir. Du coup, on parlait justement, donc là on voit bien avec les déclarations du Parlement européen concernant, enfin qui peuvent critiquer le Qatar concernant la manière dont il traite les travailleurs immigrés, l'intérêt du Qatar sur le vote de conditions plus faciles d'accès à l'espace Schengen. Donc on parle du Qatar, mais tout ça part aussi de soupçons des services de renseignement belges sur le Maroc, puisque vous avez intitulé votre livre Qatargate, mais vous parlez aussi d'un autre pays qui est dans le viseur des enquêteurs, c'est le Maroc. Oui, en fait, c'est vrai que ça commence
pour l'enquête de renseignement, avant qu'elle soit donc judiciarisée en Belgique, par cette enquête de la Sûreté de l'État, le service civil de renseignement, qui a travaillé avec 5 autres agences européennes, dont un service de renseignement français. Pourquoi? Parce qu'ils enquêtaient sur différentes personnalités liées au Maroc, ou carrément marocaines, et notamment un espion qui travaille à la JED, le service extérieur DGED, marocain. Et la JED qui travaillait justement sur ce Parlement européen à travers cet espion qui s'appelle Mohamed Belarache, d'après l'enquête de renseignement, l'enquête judiciaire, qui a fait parler de lui en France. Pourquoi? Parce qu'il est soupçonné, et il y a un dossier en cours en France, d'avoir acheté la bienveillance d'un policier aux frontières basé à l'époque à l'aéroport d'Orly, à qui il était parvenu à obtenir des fiches S très intéressantes pour l'État marocain, sur notamment des ressortissants marocains qui seraient fichés S en France, etc. Donc cet espion marocain, il était bien repéré également par la Sûreté de l'État belge, et il a eu des contacts effectivement avec Antonio Panzeri et avec un diplomate marocain, Abderrahim Matmoun, qui est aujourd'hui basé, est toujours en poste, théoriquement en tout cas, même si il a disparu de la circulation, mais il est toujours en poste à Varsovie, en Pologne. Cet ambassadeur marocain, ce diplomate, est un proche de Panzeri depuis un certain temps. Et d'après les services de renseignement, l'espion marocain avait coopté ce diplomate pour acheter des facilités auprès d'Antonio Panzeri et de son équipe pour faire avancer les dossiers pour le Maroc. Donc c'est vrai que l'enquête part du Maroc. Il y a environ 200 000 euros. Voilà, c'est une estimation notamment basée sur les aveux d'Antonio Panzeri. Il y a environ 200 000 euros qui auraient été donnés par le Maroc en liquide, et également tout un tas de cadeaux de valeur, des voyages, des séjours au Maroc, entre autres, pour s'acheter l'amabilité ou la gentillesse de cette petite équipe ou d'eurodéputés en poste en faveur du Maroc. Et alors pour le Maroc, les intérêts sont totalement différents du Qatar. D'ailleurs, on ne sait pas s'il y a si le Maroc et le Qatar étaient conscients qu'ils partageaient la même filière, en fait. Qui partageaient la même filière, qui finançaient présumément les mêmes hommes et les mêmes femmes. Ça, on l'ignore. Mais par contre, pour le Maroc, les questions sont très importantes aussi en termes économiques, parce qu'il y a énormément d'échanges commerciaux entre l'Union européenne et le Maroc. Et il y a aussi cette question de la marocanité du Sahara occidental. Donc le Maroc souhaite absolument, c'est un de ses dossiers phares en termes d'affaires étrangères, c'est de faire reconnaître le plus possible sa souveraineté sur le Sahara occidental, la partie qui se trouve au sud du Maroc, territoire disputé donc. Des territoires également riches en poissons, au large des côtes, de minerais dans ces terres. Donc voilà, territoire vraiment crucial pour l'État marocain. Et donc là aussi, Panzeri, qui a travaillé dans la délégation Maghreb avant de la quitter, avant de passer le relais à Andrea Cozzolino, qui est aujourd'hui inculpé dans l'affaire, présidait cette délégation avec les pays du Maghreb, dont fait évidemment partie le Maroc. Donc voilà, des commissions comme ça au sein du Parlement européen, toujours très importantes et très intéressantes pour l'équipe. Les droits de l'homme, la sous-commission droits de l'homme, la délégation avec les pays du Maghreb, la délégation mixte Maroc-Union européenne, c'est aussi une autre association d'élus. Et voilà, placer des pions à ces différents endroits, ça c'était l'un des objectifs d'Antonio Panzeri, même une fois qu'il a quitté l'hémicycle. Ça, c'est ce qui a eu cours sur la mandature là, qui va s'achever avec les élections qui auront lieu en juin prochain. Puisque justement, tout le système que vous décrivez dans votre livre, la Qatargate avec Joël Matrich, ce système qui a été mis en place à l'aube du dernier scrutin des européennes, vous rectifiez si je me trompe, mais là, on est à la veille de juin 2019. C'est la première fois finalement qu'on découvre un tel système au cœur du Parlement européen. Oui, donc là, Antonio Panzeri quitte effectivement le Parlement européen en 2019. Il ne peut pas se représenter. Et donc son objectif, dit-il, avoue-t-il, sous le statut de repenti, c'est vraiment de passer le relais à d'autres élus qui seraient susceptibles, eux, d'être élus ou réélus.
Il accuse nommément 3 eurodéputés, dont une eurodéputée italienne qui à ce jour n'a pas été entendue, n'est pas inculpée dans cette affaire. Mais selon Panzeri, à l'aube des élections de 2019, se nouerait un pacte avec le Qatar, d'ailleurs noué, dit-il, à Doha même, la capitale qatari, avec ses élus, parfois présents, parfois à distance, mais un pacte de corruption pour un montant de 250 000 euros pour la législature, pour faire du lobbying en faveur du Qatar sur toute la législature suivante. Il n'y a pas de précédent, on peut même pas. Enfin, ça n'a pas l'air énorme pour faire. À notre connaissance, c'est la plus grave affaire de corruption qui ait jamais frappé l'institution. Oui. Parce que vous êtes basé à Bruxelles, vous avez eu vent en tant que journaliste. C'est la plus grosse affaire, enfin, c'est la première affaire de tentative d'ingérence étrangère au cœur du Parlement européen. Alors d'ingérence, a priori, je ne pense pas, parce qu'il y a vraiment cette Europe, c'est vraiment aussi. Ce que vous démontrez aussi à travers cette enquête-là, c'est la porosité peut-être des instances européennes, la porosité aussi des groupes, de certains groupes politiques. On voit assez peu de garde-fous par rapport à ces tentatives extérieures. Tout à fait. Donc c'est vraiment, ce Parlement européen, il est intéressant, surtout pour des régimes autoritaires, parce que vraiment, avoir le label Parlement européen, c'est un peu avoir un label respect des droits de l'homme. C'est une institution qui émet beaucoup de résolutions chaque année. Donc c'est des textes non contraignants, mais qui sont très regardés à l'étranger, parce que pour donner des bons et des mauvais points à différents pays dans le monde, notamment les pays extérieurs à l'Union européenne. Et ça, c'est très très regardé, parce que l'image, notamment pour des pays, des régimes autoritaires, c'est très important. Ça fait tout en fait. L'image. Et on le voit à travers ça. On l'a vu à quel point le Qatar s'est opposé ou a tenté d'adoucir la tonalité de la résolution sur sa Coupe du Monde. Ça vous le racontez très bien justement sur une résolution qui est en discussion au moment du mondial de foot sur leur position sur les droits de l'homme, et on suit sous votre plume justement les discussions qu'il peut y avoir dans les groupes pour que la résolution soit quasiment vidée de toute sa substance en fait, pour qu'on ne dise pas que le Qatar a quand même est très très loin des objectifs de respect des droits humains. Donc c'est sous votre plume, on est aussi vraiment dans ces coulisses-là. Oui, d'ailleurs, lorsque l'affaire a éclaté, il y a un tweet de Manon Aubry, l'eurodéputée insoumise, qui a ressurgi, puisqu'en fait, c'était passé inaperçu à l'époque, mais dans le courant du mois de novembre, donc quelques jours avant les opérations de police, il y avait eu cette résolution. En tout cas, avant que la résolution arrive au Parlement pour le vote, il y a des négociations intergroupes pour décider des paragraphes qui vont être votés, ce qu'on va mettre dans cette résolution. Et après, on vote oui, non, et la résolution est votée en plénière. Et donc, dans ces négociations qui, elles, se tiennent à huis clos, Manon Aubry, comme elle est coprésidente de son groupe, elle y a participé. Et elle sort de là, et elle explique dans une vidéo qu'elle avait postée sur Twitter, X maintenant, son étonnement face au discours de certains autour de la table. Alors elle pointait beaucoup l'extrême droite, mais elle dit aussi, elle fait plusieurs fois des références à la gauche européenne. Elle dit « J'ai l'impression, je la cite, qu'une partie de la gauche a été achetée par le Qatar ». Donc voilà, finalement on se rend compte qu'elle a peut-être eu le nez creux, parce qu'elle avait l'impression d'avoir en face d'elle des ambassadeurs du Qatar lors de ces négociations. Donc oui, cette résolution-là, en lien avec la Coupe du Monde au Qatar, c'est un exemple parfait de l'importance que le Qatar apporte à son image en réalité. Et pour qu'on comprenne bien justement les élus, les eurodéputés qui sont sous le coup de l'enquête judiciaire en cours appartiennent tous, pour ceux qui sont en exercice, à un groupe de gauche au sein du Parlement européen. Oui, les sociodémocrates, centre-gauche et non pas gauche. que ça concerne l'ensemble du groupe, mais que les élus qui sont soupçonnés de corruption font partie justement de la plupart de des suspects sont membres de ce groupe-là, et il y a une suspecte qui est du groupe de la droite, donc le groupe PPE. Donc l'affaire a éclaté, je le rappelle, sous votre plume il y a 1 an. Là, on est à quelques semaines d'un prochain scrutin. L'enquête est en cours. On découvre quand même que c'est c'est une organisation assez artisanale, parce qu'ils sont pas très nombreux, mais considérable quand même, avec des centaines de milliers d'euros qui a été mise en jeu.
Sur le prochain scrutin, la campagne là, telle qu'elle s'annonce, est-ce que ce sont des problématiques qui commencent à être un petit peu discutées? Est-ce que tout ce qu'a révélé le Qatargate sur les coulisses du Parlement européen fait l'objet de débats ou de discussions à Bruxelles? Il y a eu un énorme choc au moment de la révélation. La présidente du Parlement européen a pris la parole, Roberta Metsola. Il y avait déjà en cours une commission spéciale donc, qui a des pouvoirs juste légèrement inférieurs à une commission d'enquête, mais bon, c'est quand même sérieux. Commission spéciale sur les ingérences étrangères. Donc évidemment, on visait plutôt les grands suspects dans ce cadre de choses-là, donc la Russie et la Chine pour ne pas les citer. Et en fait, éclate cette affaire-là du Qatargate, où on se rend compte que des pays peut-être de moindre importance, qui ne sont pas forcément frontalement des adversaires de l'Europe, des intérêts européens, parfois sont plutôt des alliés d'ailleurs, ont aussi des intérêts et on ferait aussi de l'ingérence étrangère. Donc là, le choc était important à cette époque-là. Mais aujourd'hui, à l'approche du scrutin, est-ce que vraiment les questions de probité en politique, les questions de transparence en politique vont vraiment être un enjeu de la campagne? J'ai quelques doutes, je suis assez pessimiste à ce niveau-là. Mais voilà, j'espère être agréablement surpris. Sur sur les eurodéputés qui sont au cœur de cette mécanique, certains sont encore en poste, ils se représentent ou ils ne se représentent pas sur... Certains voudraient, notamment Eva Kaili, qui clame son innocence, rappelons-le, mais à ce stade, c'est compliqué parce qu'il faut avoir quand même le soutien d'un parti. Ceux qui ont été inculpés à ce jour, donc il y a 3 eurodéputés en exercice, ont tous été, soit ont démissionné avant d'être exclus, soit ont été exclus de leur groupe et de leur parti, même si c'est temporaire le temps que l'enquête se termine. Donc ils n'ont plus le soutien. Donc à ce stade, je ne pense pas qu'ils puissent se représenter, et certains, c'est même déjà acté qu'ils ne se représenteront pas. Il y a même une eurodéputée belge qui a été abondamment citée dans le dossier, qu'on cite évidemment dans le livre parce qu'elle est incontournable. Elle s'appelle Marie Arena, et donc je rappelle, elle n'est pas inculpée dans ce dossier-là. J'ai simplement cité parce qu'elle était très proche d'Antonio Panzeri et elle était présidente de la commission des droits de l'homme où il s'est passé un certain nombre de choses suspectes. Même elle est en incapacité de se représenter alors qu'elle n'est pas formellement inculpée. Donc ça a quand même des conséquences très concrètes et très directes sur les personnes impliquées dans l'affaire. D'autant que c'est un peu une première, un scandale de cette nature n'a encore jamais vraiment éclaté. On est sur c'est un petit peu une forme c'est une mécanique qui se fait et que vous suivez au quotidien pour une forme de première fois. Comment vous avez découvert cette affaire? Donc avec Joël Matriche et avec un confrère de la presse flamande, Christophe Clérix du magazine Knack, on a reçu un premier tuyau, très vague évidemment au départ, environ 3 mois avant les perquisitions, courant du mois de septembre 2022. Une première information, puis après on a fait notre travail de journaliste. Donc c'était une première source, on a été voir une deuxième source, une troisième source, etc. dans les semaines qui ont suivi. Et petit à petit, on a pu un peu mieux comprendre de quoi on parlait, de quelle affaire on parlait. On a entendu une première fois parler de cet Antonio Panzeri. Et puis on a mené notre petite enquête parallèle, mais bien beaucoup plus modeste qu'une enquête judiciaire évidemment. On n'a pas la prétention, on n'a pas les moyens et on n'a même pas la prétention de faire aussi bien que la justice ou les services de renseignement, mais une enquête parallèle sans empiéter sur l'enquête judiciaire en cours qui forcément était très secrète. À ce moment-là, même on dit en Belgique qu'elle est sous embargo. Ce n'est pas le cas de toutes les enquêtes judiciaires, mais c'était le cas de celle-ci. C'est-à-dire que les procès-verbaux qui étaient rédigés par les enquêteurs n'étaient pas versés à la base de données policières nationale, afin d'éviter tout risque de fuite. Donc c'était vraiment un dossier gardé secret jusqu'au... Que personne n'était au courant Alors, il y avait des gens au courant, forcément. Ils étaient très peu. Et ils étaient très peu, voilà. Donc c'est pour ça qu'on reste évidemment volontairement extrêmement discret sur la façon dont on a pu obtenir ces premières informations. Mais évidemment, voilà, tant le journal Le Soir que Knack, on est des journaux responsables. On n'allait pas détruire une enquête avant même qu'elle puisse véritablement voir le jour. Et donc on a attendu les premières perquisitions et les premières opérations, arrestations du 9 décembre 2022 pour publier notre premier article et puis tous ceux qui ont suivi. Mais ça nous a permis
entre septembre et début décembre, de travailler, d'essayer de matérialiser, pas encore documenté, parce qu'à ce moment-là, pas question d'avoir des documents. Pour le livre, évidemment, les documents étaient absolument essentiels et la base de notre travail journalistique. Mais avant ça, non, c'était plutôt des sources humaines, pouvoir charpenter cette histoire pour la raconter le mieux possible lorsqu'on pouvait décemment en parler. Vous, sur une enquête très très confidentielle comme celle-ci, donc on comprend bien justement les craintes qu'il y ait des fuites, que des informations sortent. C'est la première fois, vous, Louis, que vous enquêtez sur un sujet aussi brûlant, aussi touchy. Est-ce que ça ne doit pas être évident d'être informé avant la tenue, justement, l'organisation de perquisition, de savoir en tant que journaliste aussi comment vous avancez, vous, dans votre propre enquête? Enfin, c'est la première fois que vous êtes sur un sujet aussi sensible? Alors moi, personnellement, oui. Mes deux confrères, et notamment le co-signataire du livre, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont eu d'autres, ils ont plus d'expérience que moi, donc peut-être qu'ils ont eu d'autres affaires aussi sensibles. Mais c'est sûr que c'était un petit peu grisant. Et en même temps, ce qui donne, je crois, l'impact à cette affaire le 9 décembre, ce n'est pas véritablement les toutes premières perquisitions et arrestations. Parce qu'on parle d'un ancien eurodéputé, de son ancien assistant, d'un syndicaliste aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a quand même un volet syndical à cette affaire. Mais on ne parle pas le top niveau du Parlement européen. Ce qui donne cet impact mondial des reprises dans la presse internationale et que cette affaire est aussi suivie aujourd'hui, c'est l'interpellation dans l'après-midi du 9 décembre, qui n'était pas prévue à la base, d'Eva Kaili, qui est alors l'une des vice-présidentes du Parlement européen. Je crois que c'est vraiment ça qui donne l'écho à cette affaire qu'il a toujours aujourd'hui. Et vous racontez très bien, justement, puisque comme elle est eurodéputée en exercice, elle est couverte aussi par une immunité. Donc il y a un petit peu toute cette attente impatiente de la part de la police pour qu'il y ait un flagrant délit, pour qu'elle puisse être aussi interpellée. Tout ça en plein mondial de foot au Qatar. Donc, C'est ça, cette immunité. Et d'ailleurs, on parlait des réflexions au sein du Parlement européen. Il n'y a pas eu du tout de réflexion sur des questions d'immunité parlementaire. Or, dans ce dossier-là, j'imagine que ça devait être assez terrible pour les enquêteurs parce qu'ils savaient qu'il y avait de l'argent dans cet appartement d'Eva Kaili, mais ils ne pouvaient pas rentrer parce qu'elle a l'immunité parlementaire. Ils ne pouvaient même pas enquêter sur Eva Kaili. C'est pas possible de la mettre sur écoute, c'est pas possible. Voilà, son compagnon l'était, donc ils avaient des informations et c'est parce que son compagnon l'était qu'ils savaient qu'il y avait de l'argent chez elle. Mais ils ne pouvaient pas rentrer. Donc, ce qui fait qu'elle a été arrêtée et perquisitionnée dans l'après-midi du 9 décembre, c'est ce coup de panique qu'elle a eu et de faire sortir une valise pleine d'argent via son papa. Et c'est là que le juge d'instruction de l'époque s'est dit, ça c'est un flagrant délit, lorsqu'ils ont saisi la valise dans un hôtel tout proche, c'est un flagrant délit, et lorsqu'il y a flagrant délit, on peut intervenir. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont ils se sont autorisés à perquisitionner l'appartement de Madame Kaili, où ils ont encore trouvé 150 000 € en cash dans différents sacs. Décidément, ça fait beaucoup d'argent tout ça. Ça fait beaucoup d'argent, oui. Vous parlez du juge Huet, qui est un juge très très connu, autre-écrivain, qui a instruit énormément d'affaires politico-financières, qui est connu aussi pour sa dureté, et les puissants qu'on connaît peu, nous en France. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots de ce juge ? Oui, donc Michel Claise, c'est un personnage un peu truculent. C'est l'un des rares juges d'instruction qui va volontiers dans les médias pour faire de la pédagogie par rapport justement à la criminalité financière. C'est son cheval de bataille de lutter contre le blanchiment, la corruption, les infractions, la délinquance en col blanc, comme on dit. Et donc c'était je dis c'était parce qu'il vient de prendre sa retraite. C'était le juge d'instruction le plus connu, surtout côté francophone, puisque c'est un juge francophone. Dans notre pays, c'est toujours la complexité judiciaire, la partie néerlandophone, la partie francophone. Mais c'était vraiment l'un des magistrats les plus connus du pays, et c'est lui qui a hérité de ce dossier-là. C'est aussi un romancier, comme vous le disiez, il écrit beaucoup de romans. Et là, donc il vient de prendre sa pension, et dans la foulée, il a annoncé qu'il se présentait aux élections, parce qu'en Belgique, on a en plus des européennes, on aura les élections fédérales, donc on élira
nos députés fédéraux. Elle s'est présentée sur une liste du parti centriste francophone. Donc voilà, c'est un personnage haut en couleur et un juge qui a dû se déporter en cours d'enquête. C'est pas banal, ça arrive, mais c'est pas banal, puisque l'avocat de l'un des inculpés, l'eurodéputé belge inculpé dans le dossier, s'est aperçu que le fils du juge et le fils de Maria Arena, on en parlait il y a quelques instants. Donc, le fils du juge et le fils de l'une des personnes qui se trouvent dans le viseur de la justice. Dans le viseur, même si elle a été juste perquisitionnée à ce stade, elle doit encore être entendue et elle n'est pas inculpée évidemment. Mais quand même, elle est dans le dossier, elle est dans le viseur des enquêteurs. Le fils du juge et le fils de cette dame, de cet eurodéputé, ont monté il y a quelques années un business ensemble. Il s'est aperçu de ça, et donc comme il y a des liens familiaux entre les deux personnages, ça a forcé le juge à faire un pas de côté. Puisqu'on est sur un conflit d'intérêts potentiel, oui, c'est un conflit d'intérêts potentiel. Alors le juge dit il n'y a absolument pas de conflit d'intérêts et ça n'a pas eu d'incidence sur le dossier. Il y a un contrôle de l'instruction qui a été demandé par plusieurs avocats. Donc un contrôle de l'instruction, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'autres juges extérieurs au dossier vont analyser si l'instruction est bien menée selon les règles. Il y a notamment la question de l'immunité d'Eva Kaili. Est-ce qu'elle a bien été respectée? Voilà, c'est vraiment une question essentielle dans ce dossier-là, la question d'immunité. Et également, même le parquet fédéral a dit, je demande également à ce que le contrôle s'effectue sur tous les actes posés par l'ancien juge titulaire du dossier pour voir qu'il n'y a pas eu de conflit d'intérêts à un moment, qu'il n'a pas orienté l'enquête différemment à cause de ses liens familiaux, etc. Ça, on verra dans les prochains mois ce que donnera le contrôle de l'instruction. Quelle est la prochaine échéance de l'enquête? Donc, il y a ce contrôle de l'instruction dont je viens de parler, mais l'instruction est toujours en cours. Donc, on peut s'attendre à une... puisque c'est dans l'air depuis des mois, en fait, on peut s'attendre à ce que Madame Arena, l'eurodéputée socialiste belge, soit entendue à un moment ou à un autre, dans les prochaines semaines ou les prochains mois. On verra bien ce qu'il adviendra par la suite, s'il y a inculpation ou pas. Et puis l'instruction va se poursuivre, mais le temps de la justice, je crois que c'est un peu comme en France, mais le temps de la justice en Belgique est très très long. Il n'y a pas tellement de moyens en vérité. Malheureusement, c'est la petite Belgique avec son petit système judiciaire et policier qui doit s'occuper d'un dossier aussi énorme. C'est pas encore dans le scope du parquet européen, peut-être que ça le deviendra un jour, mais pour l'instant, c'est un parquet national qui s'en occupe. Et donc, ça risque de prendre encore beaucoup de temps avant qu'on ait un procès. On est sur quoi là? Plusieurs mois, plusieurs années? On peut le savoir ou pas? Voilà, j'ai pas de boule de cristal. D'abord, il faut faire ce contrôle de l'instruction. Il faut terminer l'instruction. Et une fois que l'instruction sera terminée, il faudra fixer un éventuel procès s'il y a des personnes renvoyées en correctionnel. Et ça peut prendre encore des mois. Donc, en tout cas, on peut pas s'attendre à un procès cette année. Ça, c'est à peu près sûr. Pour le reste, je préfère pas me prononcer. D'autant qu'on est sur une enquête à ramification internationale au Qatar, ouais. Au Maroc. Vous parlez aussi de la Mauritanie. Oui, c'est très compliqué parce que, évidemment, la coopération de ces trois pays-là, on ne s'attend pas à ce qu'elle soit très, très pleine et entière, en tout cas. Il y a quand même eu des devoirs qui ont été faits il y a quelques semaines au Maroc, des auditions, voilà, réalisées dans des conditions particulières, puisque les questions sont posées par les policiers marocains, à qui juste une liste de questions est transmise. Voilà, c'est très compliqué, mais les questions des immunités diplomatiques, cette fois-ci, entrent aussi en jeu, et puis la coopération des justices qataries, marocaines ou mauritaniennes. Voilà, je place pas beaucoup d'espoir dans cette coopération-là, mais j'imagine que pour la justice belge, c'est quand même important de, à minima, faire la démarche et demander une coopération à ce niveau-là. Il faudra continuer à lire, il faudra lire le soir, ou en France on espère aussi, pour pouvoir suivre de loin les avancées de cette enquête. Mais en tous les cas, merci pour Qatargate. C'est vraiment, ça se lit comme c'est comme une série, c'est très truculent, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de corruption présumée, on voyage. Et c'est assez terrible aussi, vous racontez les allers-retours pour que les perquisitions puissent être faites c'est très intéressant et c'est d'autant plus passionnant à quelques semaines du prochain scrutin des élections européennes. Donc Qatargate qui est en librairie depuis le 24 janvier, que vous co-signez. Donc Louis Collard avec Joël Matriche, publié chez HarperCollins. Merci beaucoup. Merci beaucoup.